J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Comme je l'ai dit pendant que le micro était coupé, le live sera peut-être un peu plus court aujourd'hui parce que j'ai pas trouvé beaucoup de sujets de discussion pour aujourd'hui. Néanmoins, j'ai 2-3 trucs croustillants. Le but, ça va être de... alors, ce sera pour la fin du live, ce sera un petit peu un débat de faire des sondages et de voir un petit peu les prédictions que vous faites pour le prochain bull run. Je pense que ça peut être rigolo à faire. De toute façon, on a que ça à foutre pendant le bear market. Encore une fois, ma thèse, c'est ça va être chiant jusqu'à au moins mi-2023. Donc voilà, c'est tout. C'est juste chiant. Va falloir patienter les gars. C'est comme ça. J'ai quelques petites news avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que j'avais trouvé ça assez intéressant, assez pertinent, notamment autour de la DeFi. Bon, elle a déjà bien tourné cette news, mais bon, un petit rappel ne fait jamais de mal. C'est Circle qui a dû geler des USDC par ordre du Trésor américain. Et évidemment, c'était des USDC qui étaient déposés sur Tornado Cash. Vous êtes peut-être familier avec ce protocole, en tout cas si vous l'êtes, à la limite vous le connaissez de nom. Si vous l'aviez déjà utilisé, il n'y a pas de mal à ça en soi. Il n'y a pas que des criminels qui utilisent Tornado Cash. Ça peut être utile aussi si vous êtes connu par exemple, et si quelqu'un découvre l'adresse de vos toilettes. Vous pouvez tout simplement passer par Tornado Cash pour anonymiser entre guillemets vos cryptos. Je pense qu'on peut trouver plein d'autres utilisations dans lesquelles on va pas forcément faire des choses illégales avec Tornado Cash. Donc c'est vraiment dommage de se retrouver avec ce genre de choses. Voilà, Circle qui gèle des USDC sur Tornado Cash. Bon, c'est clair que y a forcément des choses illégales qui sont passées par là, mais je sais pas. Je pense que de toute façon les hackers ils trouveront forcément d'autres manières de faire que de passer par Tornado Cash. Je pense même pas que ce soit le seul protocole qui existe. Imaginez que tous les billets en circulation qui soient passés par un réseau de drogue ou qui ait des traces de cocaïne dessus, si vous les avez dans le portefeuille, la banque elle les récupère. Cassez-vous. Mais c'est mon argent. Non, je suis pas... Bon, l'analogie est pas terrible, mais j'ai pas mieux. Enfin, avec le temps, je suis persuadé qu'il va y avoir de nouveaux stablecoins, pas algorithmiques, des stablecoins collatéralisés comme le DAI, pas forcément collatéralisés, donc derrière tous les DAI, en fait, il y a... je sais plus ce que c'est les chiffres exacts, je vais dire des bêtises sûrement, mais on va dire que derrière tous les DAI, il y a 1,5$, 2$ de crypto. Et le problème, c'est que dans ces 1,5$, 2$ de crypto, il y a 66% d'USDC. C'est beaucoup. Je crois que c'est moins que ça, je crois que c'est 1,3$, 1,35$. Sincèrement, j'en suis même plus des chiffres. Et ça importe peu. Derrière tous les DAI, il y a plus de dollars. S'il y a un DAI, il y a forcément plus de 1$ en collatéral. Le problème, c'est qu'il y a trop d'USDC. Et si tous ces USDC sont gelés, ils peuvent pas bouger. Et quand les gens vont vouloir récupérer leur collatéral, si imaginons d'un coup il y a 3 milliards de dollars qui doivent sortir du DAI, si tous les USDC sont gelés, c'est pas possible. Donc ça pue. En ce moment c'est un petit peu la guerre autour de The Merge sur Ethereum et du potentiel fork qu'il y aura quand on va passer à Ether 2.0, même si ça s'appelle plus vraiment comme ça. Il y a des entités qui prennent le parti de prendre en charge le fork, d'autres qui prennent le parti de ne pas prendre en charge le fork d'Ethereum Proof of Work. Chainlink du coup s'oppose, ne prendra pas en charge le fork d'Ethereum, donc quand il y aura les deux versions d'Ethereum, enfin si il y aura, on verra bien, Ethereum Proof of Work, Ethereum classique bis et Ethereum normal, Chainlink sera que sur Ethereum normal. Et alors c'est pas le seul oracle, et c'est quand même mieux d'avoir plusieurs oracles, mais Chainlink ça reste le plus gros oracle, et c'est genre hyper important dans l'écosystème des crypto-monnaies, les oracles. C'est tout ce qui va, permettre d'analyser des données en fait sur la blockchain, des données intrinsèques à la blockchain ou extérieures à la blockchain. Et voilà, le fait que Chainlink ne prenne pas en charge le fork d'Ethereum, voilà, ça veut quand même dire que tout ce que vous entendez, enfin tout ce que vous voyez par rapport à Ethereum Proof of Work, ça va être comme Ethereum classique, va jamais rien avoir de développé là-dessus. C'est quoi le fork? Alors, il y a deux types de fork dans les cryptos. Le premier, c'est vraiment le fork de blockchain. Par exemple, soit il y a un gros hack, une grosse faille sur une blockchain, c'est ce qui est arrivé sur Ethereum en
2018. Oh, j'ai peur de dire des bêtises. Et du coup, il y a la blockchain Ethereum, c'est splitté en 2 blockchains. Il y a des gens qui étaient conservateurs, on va dire, qui ont gardé la version originale d'Ethereum, qui s'appelle maintenant Ethereum classique, et des gens, Vitalik Buterin évidemment, et plein d'autres développeurs, qui sont passés à une nouvelle version d'Ethereum, qui s'appelle toujours Ethereum maintenant, et ils ont tout simplement patché en fait la grosse faille qu'il y a eu à l'époque. Voilà, globalement c'est ça un fork, ça peut se faire de cette manière-là, ou alors quand il y a une grosse mise à jour sur une blockchain, c'est ce qui arrive là en ce moment sur Ethereum. La blockchain Ethereum fonctionne actuellement avec le Proof of Work. Il y a des machines qui minent toute la journée pour valider des transactions, et bientôt Ethereum va passer en Proof of Stake, et là ça va être différent, on va avoir ce qu'on appelle des validateurs qui vont vérifier les transactions, et contrairement aux machines qui minent, les validateurs consomment beaucoup moins d'électricité. C'est aussi plus facile de participer au mécanisme en tant que particulier, parce que vous avez juste à vous rendre sur des trucs comme Lido ou quoi que ce soit. ETH va être 99% gourmand après le merge, et aussi Ethereum va être 10 fois moins inflationniste après le merge. Alors si on compte pas le burn évidemment, parce qu'il y a des burns sur Ethereum, si on compte pas ça, si on compte que les nouveaux Ethers qui sont créés purs, il y en aura 10 fois moins. Actuellement il y en a genre 2 Ethers qui sont créés tous les blocs, donc toutes les minutes, c'est toutes les minutes qu'il y a un bloc sur Ether, j'ai oublié. Quand on va passer à Ethereum Proof of Stake, ça va être 0,2 Ether, incroyable. C'est pour ça qu'il y a des gens qui appellent ça un triple halving, parce que c'est comme si c'était à peu près divisé par 8. Bitcoin, au bout de 3 halvings, on divise les récompenses par 8. Voilà, tu sous-estimes le petit Vitalik, je pense, peut-être, je ne sais pas. Les mineurs ETH vont miner de l'ETC apparemment. Oui, sûrement. Il y a l'ETC, il y a le Ravencoin qui peut être miné, il y a le Flux, il y en a d'autres encore, je crois. Je suis pas un expert du mining, mais voilà. J'en avais parlé en plus de ça il y a pas très longtemps. Ouais, bon bah voilà, hein. Mardi dernier, on était le 2 août, on était à peu près au même prix, hein. Vous voyez que ça n'a pas trop bougé Ethereum classique. Ça m'étonnerait pas que ça se recasse la gueule dans les prochains jours, prochaines semaines. Tiens, la dominance aussi, c'était intéressant de voir la dominance. Parce que comme je vous l'ai dit, enfin je crois vous l'avoir dit la semaine dernière, la dominance de l'Ethereum classique, elle se fait tout le temps freiner autour de 0,55-0,6%. Enfin tout le temps. Au début forcément il y avait beaucoup moins de crypto sur le marché, donc elle se faisait pas trop freiner, mais vous voyez, on peut clairement tracer un trait comme ça, et voilà, globalement depuis 2020, on repasse pas au-dessus, hein. Sauf là, vite fait, on a méché un peu au-dessus, c'était n'importe quoi. Parce qu'on était en classique, il avait été au-dessus de 100 balles, j'y croyais pas ça. Quand j'ai vu ETC à 100 balles, j'y croyais pas. C'est dans quel monde on vit. Bref, Reddit s'associe à FTX pour émettre ses points de communauté sur Arbitrum. Ça, c'est cool, parce que j'aime bien Arbitrum. Il n'y a pas beaucoup de protocoles qui sont lancés sur Arbitrum, néanmoins, comme optimisme, peut-être que Arbitrum va lancer un airdrop. Il y a genre aucune certitude. Je sais même pas s'ils ont démenti ça ou pas, l'équipe de Arbitrum, mais voilà, c'est toujours envisageable, je pense. D'ailleurs, Optimism, ils ont même pas, ils sont pas contre faire un deuxième airdrop, si j'ai bien compris. Il y aura potentiellement un deuxième airdrop sur Optimism, donc dans le doute, si vous êtes à l'aise avec la finance décentralisée, n'hésitez pas à essayer d'interagir avec Optimism, hein, d'aller mettre des sous sur AAV, d'utiliser les bridges. Et je peux même vous donner un petit tips, allez, c'est cadeau. Si vous utilisez Stargate et que vous bridgez des cryptos, imaginons qu'on envoie du coup toujours l'exemple de 1000 $, 60 centimes de frais, mais vous payez vos transactions un petit peu plus cher sur la BNB Chain parce que vous allez recevoir, vous voyez ici, de l'Ether sur Optimism. Hein, on voit bien, Gas on Destination, vous recevez un petit peu d'Ether, mais vous les payez vous-même, hein, vous voyez, vous les payez ici. Je vais vous présenter une petite stratégie sur la DeFi. On peut l'utiliser de 2 manières différentes, soit pour shorter le marché, soit pour long le marché. Alors, la version short, elle est pas mal, mais maintenant, c'est pas le moment le plus adéquat pour la mettre en pratique, je pense. En revanche, ce que j'aurais plus tendance à faire par instinct, ce serait d'utiliser la technique pour long. Le problème quand on essaye de long avec ma stratégie, c'est comme si on faisait un effet de levier x 0,5. Donc c'est pas forcément la stratégie la plus intéressante, mais on peut en tirer des avantages. En gros, on va essayer de faire joujou avec les impermanent loss. Ça va me permettre de me rattraper un petit peu sur ma dernière vidéo, comment long sur la DeFi. Sincèrement, je vous la conseille pas pour le coup. Qu'est-ce que je pourrais vous conseiller comme vidéo sur ma chaîne ? Allez voir mes 2 vidéos sur les tokenomics. Celles-ci, elles sont vraiment bien. La dernière, je vous la conseille pas trop. Bref, non, pas sur ce site. On va essayer de comprendre ce que c'est les impermanent loss et comment on peut surfer les impermanent loss pour en profiter. Alors, il y a 2 protocoles qui vont m'intéresser pour
aujourd'hui, enfin, je vais même vous montrer d'autres variantes qu'on peut faire ailleurs, mais c'est hyper facile, hyper pratique de passer par ces deux protocoles-là. Balancer, c'est un protocole sympathique parce que quand vous déposez des crypto-monnaies dessus, contrairement aux pools de liquidité traditionnels, vous n'êtes pas obligé de déposer tous les actifs. Quand vous allez sur PancakeSwap, vous voyez dans l'onglet Farm, il y a des pools de liquidité BUSD BNB, Peel BUSD, Cake BNB, et vous êtes obligé, entre guillemets, de déposer 50% de Cake, 50% de BNB ou 50% de BUSD et 50% de BNB, bref, ça dépend de la pool de liquidité, mais c'est comme ça. Sur Balancer, vous pouvez vous pointer avec juste des USDC, juste des USDT, c'est pareil sur Curve d'ailleurs. Vous pouvez vous pointer juste avec la crypto qu'il faut. Bâtard, ils ont baissé les rendements. Ils les ont divisés par 3 depuis hier. C'est pas grave, c'est pas grave. On va garder le rendement. Il est bien quand même. Fait chier, il y avait 20% d'intérêt hier. C'est déjà descendu à moins de 7. Bref, c'est pas grave. Vous voyez, là, il y a une pool. Il y a quand même beaucoup de crypto dessus. Il y a DAI, USDC, USDT, Bitcoin, ETH. Mais c'est pareil. Si vous avez envie de déposer que des USDC ou que des Bitcoin ou que des DAI, ou un peu de DAI, un peu d'USDT, un peu d'Ether, bref, vous pouvez faire n'importe quoi. Vous avez le droit. Il y a un avantage à faire ça. Parce que si on va rentrer qu'avec des USDC, on va pouvoir surfer les impermanent loss. Surfer les impermanent loss, je veux dire, par là, en profiter. Que ce soit à notre avantage. Alors imaginons qu'on mette 1000 balles d'USDC. Imaginez, vous déposez des stablecoins et là, par miracle, Ether arrive à 2000 balles. C'est super pour vous parce que vous aviez déposé que des USDC. Ok, vous avez déposé que des USDC, donc c'est super pour vous. Vous savez pas encore pourquoi, mais c'est super pour vous. Parce qu'il y a eu des impermanent loss. Et oui, on va prendre ce petit outil qui s'appelle dailydefi.org qui vous permet de calculer les impermanent loss. Donc on a un token A qui s'appelle Ethereum qui valait 1700 $. On a un token B qui s'appelle USDC qui valait 1 $. Et dans notre scénario, on va dire qu'au bout de 2 semaines, pourquoi pas, un mois, pourquoi pas, demain, pourquoi pas, Ethereum termine à 2000 $. On s'en fout un petit peu de quand c'est. Bah vous voyez que en faisant ça, en rentrant dans la stratégie avec un Ether à 1700 $ et en sortant de la stratégie avec un Ether à 2000 $, on se tape 0,33% d'impermanent loss. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous aviez dans votre portefeuille 500 $ d'Ether et 500 $ d'USDC et que vous les aviez gardés dans votre portefeuille pendant cette stratégie, aujourd'hui ça vaudrait 1088 $. Alors que si vous les aviez mis dans la pool de liquidité, à cause des impermanent loss, ça a perdu un petit peu en valeur et quand vous les ressortez, ça vaut plus que 1084 $. Et en plus, c'est déséquilibré. Vous avez moins d'Ether qu'au début, plus d'USDC qu'au début. Mais ça, c'est intéressant justement. Vous avez plus d'USDC qu'au début. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si vous mettez des USDC, que le prix de l'Ether augmente. Si vous mettez que des USDC du coup, bah à la fin, vous vous retrouvez avec plus d'USDC. Donc forcément, si vous aviez directement acheté de l'Ethereum, donc converti vos USDC en Ether, gardé vos Ethers et les avoir vendus à 2000 $, vous auriez fait une meilleure plus-value. C'est sûr à 100%. Mais, vous n'êtes pas assuré que le prix de l'Ether augmente. Donc qu'est-ce qui se passe avec les impermanent loss si jamais le prix de l'Ether redescend? Donc c'est pas forcément une stratégie qui peut convenir à tout le monde, mais il y a un scénario qui peut être intéressant. C'est un petit peu tiré par les cheveux comme stratégie, mais je pense qu'en période de range, ça peut être pas mal. Et en plus, là, c'est un calcul pur d'impermanent loss. Ça prend même pas en compte les APY, les intérêts qu'il y a sur la pool de liquidité. On va revenir vite fait sur Balancer. Alors, en ce moment, les intérêts sur la pool ETH-USDC sont vraiment faibles. C'est genre 2% d'intérêt parce qu'il y a juste les frais de transaction. C'est pas terrible. Mais imaginons que vraiment Bitcoin ETH aille à peu près dans la même direction avec à peu près la même intensité. Si BTC fait moins 5%, ETH fait moins 5% aussi. Là, on a 10% d'intérêt sur la pool de liquidité. En vrai, ça équilibre largement les impermanent loss qu'on peut avoir. Donc, c'est encore mieux. C'est encore mieux si on arrive à équilibrer les impermanent loss. C'est assez limité par contre en termes de stratégie. Vous n'allez pas forcément pouvoir faire ça avec toutes les cryptos parce qu'il faut qu'il y ait forcément une pool de liquidité avec votre crypto, un stablecoin à côté. Vous pouvez faire ça manuellement aussi. Pour ceux qui aiment bien EGLD, il y a moyen d'adapter la stratégie sur la blockchain Elrond. Si vous avez que des USDC, donc vous convertissez la moitié de vos USDC en EGLD sur Maillard. Ensuite, vous mettez ça dans la pool de liquidité. Vous attendez quelques semaines. Restez pas trop longtemps non plus. Vous ressortez un petit peu plus tard et vous refaites le même exercice à l'envers. Les EGLD, vous les reconvertissez en USDC. Et dans le scénario où l'EGLD, son prix a augmenté, vous allez voir que vous auriez plus d'USDC qu'au début. C'est juste beaucoup plus chiant de le faire manuellement,
de passer par un protocole comme PancakeSwap ou Maillard, mais c'est faisable aussi. C'est un petit peu le petit feuilleton que j'ai mis en place là depuis les premiers lives. J'ai envie de voir ce que devient BXH. Mon call, c'est un jour, ce projet sur la DeFi, je le sens pas. Je sens qu'un jour, il va se péter la gueule sans prévenir. Ils peuvent pas proposer 40% sur des stablecoins comme ça à l'infini. Leur token a encore augmenté d'1 centime. La semaine dernière, le BXH était à 16 centimes, il est à 17. Mais d'où c'est pas possible, c'est pas possible. Les développeurs arrêtent pas de pump leur token. Ça s'arrête pas. Et vous voyez, il y a 36% d'intérêt sur des stablecoins, 35, 37 sur du Bitcoin, 38 sur de l'Ether. Un jour, ça va se péter la gueule. Pour l'instant, ça se pète toujours pas la gueule. Il y a 52 millions de dollars de TVL, donc 52 millions de dollars d'argent sur le protocole. Et le plus fou, c'est sur la UOB EcoChain. Ils vous payent pas en BXH. Sur les autres blockchains, ils vous payent en BXH. Ils vous payent dans leur crypto. Au pire du pire, leur crypto elle se pète la gueule et les intérêts valent plus rien. Mais même pas, le prix de la crypto sur les autres blockchains continue. Peut-être je leur fais de la pub, mais moi je vous déconseille d'aller là-dessus. En gros, mon call c'est vous touchez à BXH. Faites pas les malins, vous allez perdre des sous. C'est sûr. Et je veux trop savoir quand ça va arriver. Ça, c'est une crypto qui normalement devrait pas faire ce schéma-là. J'en avais déjà parlé il y a pas longtemps. C'est pas normal. C'est juste pas normal. Les gens, ils ont des intérêts en BXH, ils les dumpent normalement. C'est pas normal. Et le plus fou, c'est sur la UOB EcoChain. Là, sur cette blockchain-là, ils vous payent pas en BXH. Vous déposez des USDT, bah vous gagnez des putains d'USDT. Et voilà. Et moi j'ai des USDT dessus, ça c'est le wallet justement de ma série de vidéos des 1 an de staking. C'est 17 $ d'intérêt quasiment, ça fait plaisir. C'est incroyable. Vous déposez du Bitcoin, pas de souci, vous êtes payé en USDT. D'où on a 47% sur l'Ethereum. Bref. Mais voilà, ça c'est ce que vous avez derrière le BXH. Regardez-moi ce graphique, il fait pas envie. Il fait que monter, mais il fait pas envie. En plus, il y a les liquidités, elles sont hyper faibles. Ah non, elles sont pas si faibles que ça en plus. Je dis des bêtises. Elles sont pas énormes non plus, mais pour un petit projet DeFi, c'est pas... Ah bah tiens, regardez, il vient de dump sur la BSC, là, le BXH. Tiens, c'est marrant ça. Ah ouais, d'un coup, là, il y a quelqu'un qui en a vendu pour 5000 balles. Petit cochon, va. Attendez, je suis curieux. Il a échangé 29 000 BXH contre 5 000 balles. Oh là 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 là, le bâtard. On va repasser en plein écran, on va faire les petits sondages. Vos prédictions pour le prochain bullrun. Qu'est-ce que vous en pensez? On va faire 2-3 petits sondages. Première question, quand va commencer le prochain bullrun? Tant de gens qui ont voté que ça, mais vous êtes quand même plus pour un bullrun qui commencerait mi-2024 ou plus. Et il y a autant de gens qui pensent que ce sera mi-2024 ou plus que les autres choix d'ailleurs, que avant 2024. Sincèrement, c'est le choix que j'aurais fait aussi. Alors, on a tendance à dire que la majorité se trompe le plus souvent. Ça veut pas dire que la majorité a toujours tort. Ah oui, combien le prochain ATH sur BTC? Hop, réponse. 80 000 $, 100 000 $, 150 000 $, 200K $. Selon vous, à combien pourrait se porter le prochain ATH sur BTC? Alors là, sur ce cycle-là, on a fait un ATH autour de donc un prix le plus haut sur Bitcoin de 69 000 et quelques. Ça dépend du site sur lequel vous regardez. Allez, global, on va arrondir à 70 000 $. Est-ce que vous estimez que pour le prochain cycle, on aura un ATH à 80 000, 100 000? Si je devais voter clairement, je pense pas que la majorité serait de mon avis. Je vais vous expliquer un petit peu ma théorie. Pour moi, si on fait un nouvel ATH sur BTC, 100% c'est en dessous de 100K. J'ai deux scénarios que j'envisage en tête. Soit 100% on dépasse jamais les 100K au prochain cycle, soit on le dépasse genre vite fait, et si on regarde la bougie sur le mois, ça va être juste une grosse mèche qu'on va faire au-dessus de 100K et jamais on va trop retourner au-dessus. Pourquoi je pense ça? C'est à cause du marché, évidemment. C'est pas parce que je pense ça qu'il faut absolument interpréter mes paroles comme celles d'un messie ou je sais pas quoi. Je ne suis personne, je n'ai pas de poids dans l'écosystème. Néanmoins, je pense que maintenant, avec toutes les grosses mains qu'il y a dans le monde de la crypto et tout, Bitcoin est quand même de moins en moins volatile et plus il va haut aussi et plus vous vous rendez pas compte. Les débutants surtout se rendent pas compte que il n'y a pas que le prix qui compte, il y a aussi la market cap. Là, si Bitcoin atteint 100 000 $, il faut qu'il monte à 2000 milliards de dollars. C'est quand même beaucoup, c'est beaucoup de thunes. Si les régulateurs ils sont pas sympas avec les cryptos, ça va prendre plus de temps que prévu. La Lambo va devoir attendre 50 plus, ok? Si on continue d'avoir un marché cyclique comme ça, le prochain cycle ne connaîtra pas un ATH à 100K. Ça n'avance que moi, ça ne regarde que moi. On verra bien ce qu'il en sera d'ici là.
mais tout simplement parce que voilà, BTC, moins de volatilité, mais moins de volatilité égale plus safe, ça peut commencer à devenir une monnaie. La question c'est prochain ATH vraiment sur la market cap, le truc que je viens de vous montrer. Sur ce cycle là, c'était 3000 milliards. Qu'est-ce que vous en pensez pour le prochain cycle? 4000 milliards de dollars, 6000 milliards de dollars, 10 000 milliards de dollars ou plus de 10 000 milliards de dollars. Et évidemment, vous avez aussi le choix de pas de nouvelles ATH. D'ailleurs, pour Bitcoin, je ne l'ai pas relevé, mais l'avis qui est le plus ressorti, c'était 150 000 dollars. 150 000 dollars. Chaud. Allez, on vote. J'espère que je vous ai pas influencé sincèrement. Après, plus on avance dans les cycles, c'est l'évolution de la dominance. En fait, quand on regarde comment change le marché de cycle en cycle, ça va de mieux en mieux en fait. Ça, c'était le premier bull run entre guillemets. Et on a le point haut du bull run ici et le point bas du bear market en 2013, en 2015. Et vous voyez que la plupart des cryptos, déjà elles sont mortes, hein. Il n'y en a quasiment aucune qui sont connues encore aujourd'hui, à part BTC et LTC et Ripple, c'est tout. Les autres, c'est des illustres inconnus qui sont morts pour la plupart. Et voilà, du top du bull run au bottom du bear market, il n'y a que Bitcoin et Ripple qui ont survécu entre guillemets. Litecoin a fait une perf horrible d'ailleurs sur ce cycle, mais il est toujours vivant. C'est un petit peu étonnant ça. Genre, il y a le Namecoin par exemple qui avait fait une meilleure perf que Litecoin et qui pourtant est dead aujourd'hui. C'est juste rigolo. C'est juste rigolo, je vous montre ça ici. Et voilà quoi, les chiffres sont là. C'est vraiment la dominance, c'est la place que prend une crypto dans le marché. On peut voir vraiment que le premier bull run en fait, on s'est centralisé que sur quelques projets. De toute façon, on voit toujours un peu ça quand on passe en bear market, hein. Ça purge un petit peu les projets de merde. Et plus on avance en fait, et plus il y a des projets sérieux. Ça, c'est les chiffres du cycle de 2017-2018. Attendez, je fais une petite pause. Par rapport au sondage, vous avez voté majoritairement sur 6000 milliards de dollars, donc un ATH 2 fois plus élevé qu'on pourrait faire sur la market cap des cryptos. C'est pas déconnant, sincèrement, c'est pas déconnant. Je sais, c'est difficile quand même de se projeter parce que à la fois je serais tenté de dire 4000 milliards, et à la fois je serais tenté de dire 6000 milliards. Je suis le cul entre deux chaises. On verra bien. Et puis si on compte les CBDC, je pense qu'on peut rajouter plusieurs milliards encore. Si on compte pas les CBDC, non. Bref, qu'est-ce qui s'est passé sur le bull run de 2017-2018? Donc top du bull run en 2017, la dominance de toutes les cryptos. Bottom du bear market de 2018, la dominance de toutes les cryptos. Qu'est-ce qui s'est passé? La plupart des petits projets, ils ont perdu beaucoup en dominance et on s'est centralisé majoritairement sur les premiers stablecoins qui commençaient à émerger. En bas, vous voyez, on a l'USDT qui a pris 10 fois plus de place en termes de dominance, c'est abusé. On a BNB aussi qui s'est gavé en termes de place, x6. Bitcoin qui a quasiment pas bougé en termes de dominance. Ripple qui a pris la confiance. C'est ouf d'ailleurs que Ripple prenne autant la confiance au fil du temps. XLM, EOS, Tron aussi qui avait pris beaucoup plus de place. Voilà, le marché crypto s'est concentré vraiment sur les projets qui étaient les plus aboutis à ce moment-là. Tron typiquement, là il est même pas dans les calculs, mais si il est là. Ah, il a pris plus de place. Alors faudrait reprendre avec les chiffres actuels parce que ça a forcément évolué je pense depuis. Plus on avance et plus on va avoir des projets crypto sérieux, hein. Au début on faisait juste une copie de Bitcoin parce que c'était marrant et voilà. Maintenant on essaye de créer d'autres choses parce que Bitcoin ça peut pas tout faire non plus. Il y a la blockchain Ethereum qui permet de déployer tout un écosystème sur lequel on va faire de la finance décentralisée, des NFT et tout. Techniquement c'est faisable sur Bitcoin mais voilà, hein, on va pas entrer dans les détails, c'est l'enfer. Là, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme avènement sur le prochain cycle? Moi, je sais pas si ça va être le sujet prédominant sur le prochain cycle, mais il y a tout ce qui est l'interconnexion des blockchains entre elles. Oui, aussi, entre elles, c'est forcément entre elles, c'est l'interconnexion. Bref, vous avez compris le délire. Projets comme Polkadot, Cosmos, Atom, ils ont leur chance. Parce que pour l'instant, les bridges, c'est sympathique, mais ils n'arrêtent pas de se faire hacker. Ça coûte des frais, ça prend un petit peu de temps. Alors que là, si j'ai des USDC par exemple sur Phantom et que je peux directement aller les utiliser sur Polygon, ça peut être craqué. Bon, je dis pas que demain on pourra faire ça, hein, mais c'est un petit peu l'idée qu'il y a derrière cette intercommunication ou la interconnexion entre les blockchains. Ça va prendre beaucoup de temps à se développer et ça veut pas dire que ça va être comme ça. Ça veut pas dire que les blockchains qui existent actuellement pourront être adaptées. Mais en tout cas, les prochaines choses qui vont se développer, ça risque d'être dans ce sens-là. Sur FTX, j'ai vu que ça fait quelques jours qu'en termes de volume,
ETH est tout le temps au-dessus de Bitcoin. Alors, c'est pas nouveau non plus qu'il y ait plus de volume parfois sur ETH que sur Bitcoin, mais là, ça fait quand même plusieurs jours qu'à chaque fois que je vais sur FTX, tout le temps ETH est au-dessus de Bitcoin. Et c'est marrant. D'ailleurs, on a encore ETC qui est top 5, ça c'est, croyez-moi, c'est n'importe quoi. J'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que ce live était agréable. Encore une fois, je suis vraiment désolé, je m'excuse pour tous les drops de connexion qu'il y a eu, pour tous les petits bugs. J'espère que ça se reproduira pas la semaine prochaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine et passez une bonne soirée. Salut tout le monde.